début à tout, ça commence comme ça. Il y a quelques mois, j'ai débuté la course à pied. Et je suis rapidement devenu l'esclave de mes endorphines. Quand on commence à s'intéresser à la technique, la course à pied est une excellente école. On apprend par exemple que c'est en courant lentement qu'on apprend à courir vite. On en conclut donc que de petits pas peuvent devenir des bonds de géants. C'est assez inattendu de commencer par là dans la mesure où dans cet épisode, on va plutôt parler d'agriculture et de fromage de chèvre. Ouais, le lien est pas évident. Mais il y a quand même un petit quelque chose. La loi du plomb est passée par là. Il y a eu bien entendu cet épisode sur l'acétamipride, ce produit chimique dont on aurait voulu réautoriser l'utilisation. Les débats sont ouverts, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il a aussi été question de l'agriculture dite intensive, d'importation, d'exportation, des exploitations toujours plus grandes, parfois synonymes de monoculture toujours plus grandes, les méga-bassines, des conditions de travail pour les agriculteurs que l'on peut imaginer toujours plus contraignantes. Mais alors qui souhaite réellement s'installer dans des exploitations de cette envergure ? Question typique de celui qui s'intéresse mais qui ne sait pas. C'est tout moi ça. Est-ce que la souveraineté alimentaire dont on parle de plus en plus ne passe pas davantage par des productions plus raisonnées, plus petites, mais également plus diversifiées, capables de nourrir la population du coin ? Des petits pas pour les femmes et les hommes dans les champs, des bonds de géants pour l'humanité. Allons-y, sortons les grands mots. Comme je n'aurai de cesse de le répéter, moi je ne suis pas un spécialiste. Et comme tout bon non-spécialiste, j'ai un avis et des idées. Alors pour y voir plus clair, je décide d'aller chercher des informations chez celles et ceux qui détiennent une partie du savoir. Pour Un début à tout, épisode 2, je suis allé parler agriculture et fromage de chèvre avec Camille et Guillaume du GAEC Lafartalia à l'Aiguillac de Loches. Camille et Guillaume travaillent en bio. Ils ont commencé par le maraîchage, puis ensuite les poules pondeuses, et désormais, ils ont décidé d'un nouveau début en se tournant vers la production de fromage de chèvre pour donner un nouveau souffle à leur activité. Et comme ils en parlent mieux que moi, Un début à tout, épisode 2, ça commence maintenant. Ah c'est loin mais c'est beau. Hein. Ça va ? Ça va et toi ? Impeccable. Bon. Alors moi c'est Guillaume, j'ai presque 40 ans. Et oui. Et voilà, donc ici c'est le GAEC Lafartalia. Et on est à l'Aiguillac de Loches. Et moi c'est Camille, j'ai 37 ans, donc vraiment très jeune. Et ben voilà, l'Aiguillac, GAEC Lafartalia. Donc voici le bâtiment. Alors là on va dans la chèvrerie donc. C'est ça. Ah, je les entends. Ah. C'est des vrais visiblement. C'est bon signe. Ouais. Donc tu vois, ça c'était un hangar de stockage agricole. Il y avait les tracteurs, il y avait d'autres choses. Et puis on l'a tout modifié pour en faire une chèvrerie. Combien t'en as là ? Alors, ici il y a 15 adultes. Mais là en production il n'y en a que 13 parce qu'il y en a 2 qui n'ont pas eu de petits. Donc il y a juste 13 chèvres à traire là. Et on a eu des petites, des chevrettes, on en a 8. Et donc il y en aura 8 de plus pour l'année prochaine. Donc, et les 2 qui n'ont pas eu de petits cette année, ce qui fait qu'on montera à 23 chèvres pour l'année prochaine. Donc là c'est une nouvelle activité, la chèvrerie. Là, toi tu étais sur le maraîchage. Oui, et les poules pondeuses aussi. Et les poules. Alors, d'abord le maraîchage, après les poules, ensuite les chèvres. C'est ça. Et alors, c'est quoi ce développement ? Qu'est-ce qui t'amène à développer, aller au-delà du maraîchage ? Alors, en fait, c'est même pas aller au-delà du maraîchage. L'objectif, c'était de supprimer le maraîchage et de garder les poules pondeuses et avec donc un nouvel atelier, les chèvres laitières et la fabrication du fromage. Et plus du tout de maraîchage ? Non, plus de maraîchage. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la capacité de vente sur le marché de Périgueux, ça perd un petit peu parce qu'il y a de plus en plus de maraîchers, bio en particulier, qui s'installent. Donc ça dilue un peu la clientèle et on s'y retrouve peut-être un petit peu moins. Les chèvres, c'était une idée intéressante parce qu'il y a personne à en faire. Il y a personne à en faire du fromage de chèvre bio sur le marché de Périgueux. Donc on serait les seuls à avoir ce créneau, ce qui est à mon avis une bonne idée. L'autre raison qui a fait qu'on a voulu arrêter le maraîchage, c'est que c'est quelque chose de très compliqué. Je pense dans le monde agricole, ça fait partie des activités, des secteurs les plus compliqués, tant physiquement
intellectuellement et aussi parce que c'est une grande charge mentale, une grande charge de travail physique et administrative et autres. Et alors physique, je comprends. Ouais. Administratif, qu'est-ce que tu veux dire? En fait, c'est pas administratif que j'aurais dû dire, c'est plutôt sur la prévision et l'anticipation, écrite ou non d'ailleurs, c'est pour ça que je dis ça, mais des cultures. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas tellement de pause sur l'année. En été, il faut s'occuper des légumes d'été, mais il faut aussi prévoir sa saison d'automne et d'hiver. Et c'est très chronophage, très compliqué. On est beaucoup plus soumis aux aléas climatiques avec le maraîchage. Enfin, moi, il y a une chose que j'aime bien dire, c'est que dans le maraîchage, on n'a pas commencé, qu'on est déjà en retard. Et c'est vrai, et la plupart des maraîchers sont d'accord avec ça. Avec l'élevage de chèvres, alors les contraintes sont différentes, il y en a aussi, ce ne sont pas les mêmes, mais disons qu'on ne peut pas prendre de retard. S'il faut les nourrir, il faut les nourrir. Chaque jour, c'est comme ça. La traite, même chose. Donc en fait, on ne peut pas vraiment prendre de retard. On est obligé de s'en occuper. Alors que dans le maraîchage, c'est souvent plus compliqué. On se dit, tiens, on va aller désherber ça aujourd'hui. Et puis on se rend compte qu'on a un problème sur l'irrigation ou autre chose. Et puis on se dit, on va repousser. Et puis finalement, le travail s'accumule et on est... il y a plus de paramètres débordé à prendre en compte qui fait que tu as un planning qui est peut-être moins établi qu'avec simplement les chèvres. Ouais. Simplement entre guillemets parce que c'est du boulot. Oui, avec les chèvres, on a donc notre routine. En fait, c'est plus ça, c'est plus un aspect de routine avec les chèvres, routine qu'on va pouvoir améliorer au fur et à mesure de la pratique. Alors qu'avec le maraîchage, on peut mettre en place une sorte de calendrier de culture, mais c'est quand même très rare qu'on puisse le respecter. Il y a tellement de contraintes et d'imprévus que c'est assez compliqué. Ouais. Alors comme tu peux le constater, les chèvres qu'on a ici, elles ont toutes leurs cornes. Oui. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la plupart des élevages. Alors raconte-nous ça. Où les chèvres sont écornées. Alors si les chèvres sont écornées, c'est pour un souci des potentielles blessures entre elles, parce qu'évidemment il y a une hiérarchie chez les chèvres. Et il y a souvent des rixes, des petits affrontements, des règlements de compte. Donc, et il se peut que ça arrive de temps en temps qu'elle puisse se blesser, notamment un coup de corne dans les mamelles. Ça peut arriver. Il y en a une qui n'a pas l'air d'accord avec ça. Mais ça va. Franchement, c'est pas si souvent. Puis elles sont aussi plus jolies avec les cornes. Elles sont très jolies. Ça c'est mon avis. En tout cas, elles sont très jolies, effectivement. Elle porte un nom, il y a un nom de race sur ces chèvres? Oui, ça c'est la race alpine. Voilà, ça fait partie des races les plus courantes en élevage laitier. Il y en a deux principales, la alpine et la saanen. La saanen qui est blanche, c'est un peu la chèvre de Monsieur Seguin. La fameuse. La fameuse. Nous on n'en a pas, on a de l'alpine. Et au début on était parti éventuellement pour avoir plus la poitevine, qui est une race un peu plus rustique, un peu plus ancienne et moins sélectionnée probablement. Mais on a eu déjà du mal à en trouver. C'est assez compliqué de trouver un élevage qui puisse nous en proposer. Parce que tu es en bio ou parce que c'est comme ça, c'est compliqué à trouver? Le bio aussi. Et il y avait aussi une autre contrainte. En fait, il y a deux maladies chez les chèvres, notamment une qui s'appelle le CAEV. Et celle-ci, elle est assez problématique, assez handicapante. Parce que ça peut poser des problèmes sur la lactation, et puis les chèvres aussi sont mal, évidemment. Donc on a voulu trouver un élevage où sanitairement c'était vraiment très clean et exempt de CAEV. Et ça, on a trouvé ça à La Roche-Beaucourt chez Stéphanie Kaminski, qui a un élevage de toute beauté et qui a pu nous vendre les 15 chèvres. Et cette race est choisie, alors bon, tu nous expliques un peu les contraintes pour obtenir ces chèvres, mais est-ce qu'elles sont aussi choisies pour une certaine qualité de leur lait par rapport au fromage que toi tu as envie de faire? Alors la qualité par rapport aux autres races, ça je peux pas te dire parce que j'ai pas tellement de points de comparaison. En revanche, c'est une race de chèvre qui a été sélectionnée pour aussi la quantité de lait qu'elle va donner. C'est une bonne laitière. Donc c'est
la quantité et peut-être que la qualité derrière du fromage, ça sera votre travail à vous. C'est vous qui allez apporter ça. C'est ça. Et là, les chefs nous apportent le potentiel laitier et nous, on va devoir travailler pour avoir le meilleur lait possible. Donc, évidemment, ça commence par la nourriture. Une nourriture de qualité. Il faut bien que tu bosses un peu quand même. Ah ouais, c'est super chaud. Mais tu arrives à les reconnaître, là, entre toutes, t'en as combien, rappelle-nous? Ah, il y en a 15. Ouais. 15 adultes. Et il y a aussi 8 chevrettes. Mais ils sont là-bas. Qui sont pour l'instant à part, effectivement, pour qu'elles arrêtent de téter. Alors oui, on arrive à toutes les reconnaître et elles ont tout un nom. On commence par là. Allez, on commence par Daguet. Ok. Cosa. Après elle, c'est Glou. C'est Africa, elle, celle qui est là. Voilà. Ça, c'est. Ouais, Calva. Claire. Elle, c'est Esmé. Elle, c'est Chaussette. Et elle, c'est. Comment ça s'appelle? Africa, bon, on l'avait dit. Papillon. Elle, tout au fond, c'est Chili. Springbok. Ah, c'est Claire, on l'a dit. Claire et Papillon. Par contre, on n'a pas dit Sixtine. Sixtine et Calva, là. Alors déjà, je suis épaté que vous arriviez à les reconnaître parce que j'ai quand même essayé de voir ce qui aurait pu me servir pour reconnaître, mais je vois pas. Si tu vois, par exemple, regarde, là, elle, c'est Esmé, elle, c'est Chaussette. Bah déjà, elle est peut-être plus fine que elle, par exemple. Ça aussi, ça dépend des mamelles, tu vois. Enfin, elle a pas des mamelles très grosses, elle a un petit peu plus, quoi, par exemple. Mais toi, c'est quoi ton prénom? Colline. Et toi? Gaëlle. Tu peux mettre On va expliquer le principe du quai de traite. Donc le matin, alors voilà, on fait la monotraite. On ne traite qu'une seule fois. On ne traite qu'une seule fois le matin. Et c'est adapté à la production que toi tu as envie de faire. Oui, alors c'est ça, c'est qu'on a, je crois, 15% de production en moins quand on est en monotraite par rapport à la bitraite. Ouais. Mais nous, ça nous va bien. Mais tu le récupères en confort de vie. En confort de vie, voilà. Donc le lait est collecté dans le pot-trayeur et transvasé ensuite en bas jusqu'au labo. Mais ça, c'est la prochaine étape. Donc cette nouvelle activité de chèvrerie, ça a impliqué des travaux, puisque là par exemple on se dirige vers le labo que vous avez construit. Et oui, alors on a fait appel à une entreprise qui s'appelle FTPE, qui est située sur la commune de Marsac. Ils sont super sympas et très compétents. Et donc c'est avec eux qu'on a fait tout ce projet-là. Donc les plans, ils sont venus pour prendre les mesures. Et ils ont fait valider automatiquement les plans par les services vétérinaires. Donc c'était un gage de qualité et de sécurité. Et puis voilà, et puis après ça a été monté donc par nos soins, avec un peu d'aide évidemment des employés des FTPE. Donc là on est à la porte du labo. Là, on passe la tête, hein, on découvre, on a aperçu tout à l'heure Camille, parce que on peut le dire. C'est elle la chef là. Bah oui, c'est elle la chef. C'est elle la chef des fromages. C'est elle qui sait quoi. Ouais, c'est elle qui fait. Tu nous as présenté les chèvres, ok, on a vu que tu les connaissais, mais la chef c'est Camille. Ah ouais. Ah bon, on va me voir au marché, je suis la vitrine, mais ouais, la vitrine. Mais en coulisses après, c'est Camille. Ça va Camille? Ouais, ça va et toi? Tiens, attends, je te passe ça. Le fromage au lait cru, faut être nickel crème. Tiens, je te laisse te laver les mains aussi. Ouais. Allez, ça y est, on rentre dans le labo. Alors j'ai croisé Guillaume, il m'a fait tout le speech sur les chèvres, mais comme je lui ai dit, on sait très bien que la chef du fromage de chèvre ici, c'est toi. Bah, c'est moi qui me suis formée en tout cas, ouais. Alors voilà, déjà premier point, là on parlait avec Guillaume tout à l'heure du fait que cette nouvelle activité, ça a nécessité de nouveaux aménagements, comme ce labo dans lequel on est, mais du coup, une formation aussi. Oui, alors ça va une formation en fromagerie que j'ai pu faire à Aurillac. On a recommandé chaudement le CFPPA d'Aurillac et effectivement ils sont assez pointus en transformation fromagère. Donc j'ai fait plusieurs formations là-bas et puis après c'est l'expérimentation directement au labo. Ouais. En premier lieu à la maison, voilà, quand le labo n'était pas encore en place mais que les chèvres étaient déjà à traite. Donc d'abord à la maison, voilà, pour faire mes essais, puis là maintenant pour de vrai au labo. Et la formation t'a permis de voir aussi à quoi ressemblait un labo? Oui. Ça m'a permis de voir. Après, voilà, le dimensionnement aussi, voir un petit peu le matos dont j'avais besoin par rapport au nombre de litres de lait approximatif transformés à l'année, par rapport au nombre de chèvres du cheptel.
Et non, ça a été super intéressant. Ça a été super intéressant. Puis ils ont une vision des choses qui colle bien à la mienne, c'est-à-dire un fromage fermier, vraiment fermier, quoi. Donc on a vu les chèvres, on a vu comment ça se passait pour la traite, et puis maintenant on est dans le labo, on va voir comment tu travailles le lait. Ouais, c'est ça. Alors déjà, il faut savoir qu'il est transformé chaque jour. Enfin, voilà, il n'y a pas de passage au frigo, ni en temps calé, on n'en a pas. Donc la transformation se fait chaque jour. Alors là, on est sur des volumes genre, peu importants, on est sur du 32 litres par jour, mais suffisant pour nous et pour le démarrage. Donc ce qui se passe, c'est que le lait, une fois que les chèvres ont été traites, ils sont dans des bidons qu'on va immerger dans l'eau avec des pains de glace pour redescendre le lait le plus rapidement possible en température. Parce qu'en technologie lactique, la température qu'on vise, c'est environ 20 degrés. C'est à peu près là où... 20 degrés, c'est la bonne température pour le développement des bactéries. Des bonnes bactéries, évidemment les bactéries lactiques. Donc il est refroidi pendant 1h30, 2 heures, voilà, le temps de redescendre à 20. Donc, après il est transféré dans des bacs en acier dans le laboratoire. Là je vais l'ensemencer avec des ferments. Alors là actuellement je travaille avec des ferments du commerce, c'est pas du tout le projet final. Là c'était pour un peu sécuriser et puis pour me faire la main. Après l'idée ça va être d'ensemencer avec le petit lait issu des transformations précédentes. Alors ensemencer ça veut dire quoi? Ça veut dire apporter des bactéries lactiques dans le lait pour que ça se développe et pour sécuriser le milieu. Parce que le fait que les bonnes bactéries lactiques se développent, ça va faire barrière aux pathogènes. Tout ce qui est que les gens connaissent, Listeria, Salmonelle, Staphylocoque, Escherichia coli. On prend au départ pour savoir où on en est, parce que là effectivement on se dit les bactéries elles se voient pas, effectivement. Nous on a une façon de voir les choses, on travaille avec un acidimètre, donc le lait en fait je mesure l'acidité de départ. J'ensemence et quelques heures après, généralement 8, 10 jusqu'à 12 heures, il faut qu'on ait gagné en acidité. Si on est monté en acidité, c'est-à-dire que les bonnes bactéries se sont développées. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir mettre la fameuse présure qui va faire cailler le lait, donc qui va donner cette texture un petit peu rigide, un peu de flan. Une fois que la présure a été mise, ça va rester plusieurs heures comme ça. Les bactéries vont continuer à travailler. On va encore mesurer l'acidité. Alors là, il faut qu'on monte beaucoup plus haut. Et là, ça nous donne une indication de à partir de quand on va pouvoir mouler. Donc, c'est-à-dire mettre en moule les fromages qui vont pouvoir après s'égoutter. Et après, il va y avoir différentes opérations. Donc là, on travaille avec du vivant. Là c'est du suivi, c'est du contrôle. Ça a cette exigence-là. En plus, le lait cru, voilà, il faut y faire très attention. Bon, le lait thermisé aussi, parce que même un lait thermisé, il faut que les bactéries travaillent, quoi. On aseptise le milieu, voilà. Là, on travaille directement avec ce qu'il y a sur place, donc c'est ensemencé déjà par les mamelles des chèvres, par la machine. Nous, on a un chariot de traite. Après, le projet, c'est après de faire la traite à la main aussi, parce que c'est ce qui me plaisait plus. Mais bon, là, cette année, je me suis fait opérer des deux mains, donc on attend que ça se remette bien. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Enfin, le lait, c'est un produit très fragile. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut louper. Donc on est très attentif, c'est du soin constant. Donc là on est devant tes fromages en train de s'égoutter. Alors là vous avez là dans le labo, toi tu peux voir plusieurs choses. Donc il y a le lait d'aujourd'hui, voilà, qui est en train de, où les bactéries se développent. Tu as un cahier. Alors là j'en ai prévu un peu, ça c'est un cahier qui va pouvoir être transformé. Là, je vérifie juste que ça aille bien. Donc là, c'est l'étape suivante. Là, tu nous as montré, tu m'as montré le lait. C'est ça. Ça, c'est l'étape 2. Ça, c'est l'étape 2, c'est le cahier. Alors lui, je peux pas le mouler, l'acidité n'est pas suffisante. Il va falloir que je le laisse encore travailler. Après ça, hop, ça passe là-dedans. Une fois que c'est bon, ça passe dans les petits moules. Donc étape 3, on passe dans les moules. On passe dans les moules. Alors ça va rester... alors on est sur des temps assez longs, fromage en technologie lactique. On travaille sur une journée, 2 journées à chaque fois par étape. Là, ça va faire 2 jours qu'ils sont là. Ils ont été salés des 2 côtés. Une fois que ça a bien égoutté, parce qu'on voit ça perd du petit lait tout le temps, il faut savoir que là les moules ils sont assez hauts, on s'en rend pas compte là forcément, mais un moule c'est assez haut. Il est rempli de cahiers, après ça perd quand même beaucoup de matière. Ouais, effectivement. Ouais. Puisque là on est quoi? On est sur un tiers de remplissage, alors qu'au départ il était rempli. On perd même. Et puis après, quand il va terminer de ressuyer, de sécher et d'affiner, il va encore perdre de la matière. Et encore, la technologie lactique, c'est là où on va avoir les plus hauts rendements pour les tomes. Alors, quand je parle de technologie lactique, pour les gens, ça va être tout ce qui est cabécou, crottin de chavignol, picodon. Ce type de fromage là, les bûches de chèvre, les pyramides, voilà, c'est ces fromages. Alors on peut les avoir en très frais,
On peut les avoir aussi en affiné. Enfin, l'affinage, ça peut aller de 4-5 jours jusqu'à, il y en a qui affinent plus d'une année, quoi. Après, c'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de place pour l'affinage. Et toi, c'est quelle variété de fromage alors? Après, voilà, on est libre. Moi, je réponds ni à une AOP ni à une IGP. Donc moi, je suis au départ sur 3 formes de moules. Un plutôt type crottin de Chavignol, un plutôt Saint-Marcelin et un format carré. Et après, j'ai aussi le fameux petit cabécou, alors que j'ai pas le droit d'appeler cabécou parce que voilà. Oui, mais de la forme, on le reconnaît. C'est ça, le fameux qui fait 35 grammes. Enfin, voilà, c'est très codé. Une fois que ça a égoutté, après ça part sur ce petit chariot où ça va terminer de s'égoutter. On appelle ça le ressuyage et ensuite le séchage. Donc ça continue à perdre de la matière. Une fois que ça a bien égoutté, on voit que la surface est mate, c'est-à-dire que là le maximum de petit lait s'est égoutté. Ça va partir en armoire d'affinage. Donc c'est ici. Là, ça reproduit finalement les conditions d'une cave. Donc c'est pas pour rien qu'on affine les fromages dans une cave, c'est que les conditions sont optimales. On est sur du 13-14 degrés avec un taux d'humidité important, qui fait que les fromages, voilà, le goût va se développer, assez humide pour pas que ça dessèche, justement pour que ça reste fondant. Et donc là, cette armoire d'affinage en fait reproduit ces conditions. Donc là, il y en a plusieurs. Là, ils ont 8 jours, ceux-là, les premiers. Alors on voit cette petite pellicule sur le dessus que tu évoquais tout à l'heure. Ils n'ont pas du tout le même aspect que ceux qu'on vient de voir en train d'égoutter, par exemple. Et non, il y a plusieurs, tu veux voir, ça c'est les plus âgés. Après, hop, un peu plus récent. Et la petite croûte dont tu parles, c'est le fameux Geotrichum. C'est un petit champignon qui se développe. Et là, ils ont été rentrés tout à l'heure. Donc tu vois, ils commencent à peine à se développer. Et donc ça fait cette fameuse petite croûte un petit peu qui coule. Donc ça, c'est le petit Geotrichum qui est bien implanté. Donc c'est cool. C'est vraiment top. Donc il est présent naturellement dans le milieu. Voilà. Après là, j'avoue, j'aide un petit peu parce qu'il existe aussi du Geotrichum du commerce. Là pour le moment, j'en rajoute. Dès que je travaillerai avec mon petit lait, j'aurai pas besoin. Ça sera déjà en place. J'ensemencerai à chaque fois avec le petit lait de la fois précédente et il y aura tout. J'attends juste d'être bien à l'aise sur mes pratiques pour pouvoir partir là-dessus. Mais le petit lait, ça paraissait le plus cohérent parce qu'il y a une vraie typicité du goût. Parce que c'est le petit lait, en fait, voilà, qu'effectivement, les ferments du commerce, qui sont maîtrisés, qui sont parfaitement clean, mais ça homogénéise un petit peu les goûts des fromages. On voit que c'est vraiment une chose après l'autre, que tu prends le soin de faire les choses correctement et de pas te précipiter. Tu sais où tu vas, mais tu passes les étapes une à une au bon rythme. Ouais, je pense que c'est bien parce que il y a pas mal de notions à maîtriser. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut ne pas marcher. Là, j'ai besoin d'être à l'aise vraiment dans ce que je fais, que je sache où je vais, j'ai des repères et après, mais étape par étape. Ouais. Et on a voulu rester à petite échelle. Pourtant, tout le monde nous a dit mais si, il en faut plus. Nous, on n'en veut pas énormément parce que ça fait des investissements après supérieurs. Il aurait fallu peut-être investir dans une salle de traite, un labo plus grand, enfin voilà, après une infrastructure plus importante. On n'avait pas envie de se mettre dans des crédits pas possible. On préfère voir petit et puis pour avoir aussi ce soin-là sur chaque bête, enfin sur chaque animal qui a comme je le rappelle, a un nom et on les connaît tous. Ce que tu évoques là, c'est un peu un des sujets brûlants qui revient là dans l'actualité. On emploie souvent le terme d'intensif, le toujours plus, toujours aller vers plus de production. Toi, t'es vraiment à l'opposé de ça, t'es vraiment à l'échelle humaine dans ta production. Oui, et ça, je pense que j'ai aussi ce regard-là parce que ni Guillaume ni moi, on est issus du milieu agricole. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu, rien n'a été imposé, on n'a pas eu d'énormes fermes à reprendre avec, voilà, il faut faire toujours plus. Pourquoi ? Parce qu'on est pris dans des crédits colossaux. C'est la banque qui tient les rênes d'une ferme, hein, faut pas se voiler la face. Nous, on a pu réfléchir ce projet parce que voilà, on est hors cadre familial, c'est un vrai choix et on a pu se questionner, réfléchir sur le dimensionnement des ateliers, tant le maraîchage que les poules pondeuses, que là les chèvres laitières. On a ce recul-là parce qu'on n'était pas la tête dedans, pris en étau par des crédits. Mais effectivement, certains agriculteurs, paysans, ils n'ont pas le choix en fait, parce que même certains qui voudraient revoir leurs pratiques sont prisonniers de ce système, parce qu'il y a même, on leur rachète des fois une récolte qui n'est même pas encore sortie de terre. Donc en fait, ils peuvent jamais s'arrêter. C'est un cercle vicieux. Et nous, on n'est pas là-dedans. Alors c'est vrai que je jette pas non plus la pierre à ceux qui vivent ça comme un fardeau.
Voilà, c'est vrai que nous, on a cette possibilité-là de faire marche arrière, de rétro-pédaler. On a cette liberté-là parce qu'on a une petite ferme, on a un tout petit crédit sur la maison. Voilà, on n'a pas tous cette chance-là. Nous, on l'a eu. Notre famille nous soutient beaucoup aussi. Mais effectivement, c'est un modèle auquel je crois, l'extensif et nourrir les gens autour de chez soi. Après, voilà, je sais bien que ma production fromagère ne pourra pas alimenter tout Périgueux. Il va falloir se battre, d'ailleurs, si vous voulez. Il va falloir se lever tôt. On voit qu'il y a quelques petites notions de marketing également. Évidemment, il faut maîtriser un peu toutes les facettes. Après, c'est pas ma partie, c'est plus, voilà, c'est Guillaume qui fait le marché. Moi, j'avoue, je préfère œuvrer dans l'ombre, là, enfin dans l'ombre. D'ailleurs, on l'appelle tête de gondole, là, d'ailleurs. Je trouve qu'on est assez cohérent. Enfin, moi, ça me plaît bien cette idée. C'est ce qui était fait avant, d'ailleurs, sur les fermes. Il y avait tous les ateliers qui étaient assez interdépendants. On l'a oublié un peu cette façon de faire, tu crois? Ah ben oui, parce qu'en fait tout c'est hyper spécialisé et ça se comprend aussi parce qu'on a voulu être plus performant sur chaque. Avant c'est vrai qu'une ferme, les gens ils avaient leur basse-cour, ils avaient quelques vaches, quelques chèvres, quelques moutons, voilà, ils avaient un peu tout. Et ils produisaient d'abord pour eux et l'excédent était revendu. Là maintenant c'est vrai que la démarche c'est plutôt on va prendre ce qui reste. Et je le vois bien parce que des fois nous quand on a eu des belles récoltes, enfin quand on a des récoltes d'épinards, on n'est pas les premiers à les manger. Il faut savoir que on a toujours tendance à privilégier, à dire ah là non il faut que ça soit vendu et tout. Alors qu'en fait l'idée normalement ça serait plutôt on se nourrit soi-même et puis après Et donc c'était une vision qui a un petit peu dépassée. Elle revient, en tout cas, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'installent sur des systèmes de micro-fermes, comme on peut avoir. Et effectivement, moi j'aurais tendance à dire que c'est plutôt vertueux de faire comme ça, et ça paraîtrait bien à développer plein de petites fermes plutôt que des immenses, même si j'ai l'impression que ça part d'être le projet qu'on veut nous faire ingurgiter. Mais pour toi, ça serait ça, l'agriculture de demain, enfin le paysan de demain, c'est plutôt la micro-ferme? Ouais, je pense. Surtout qu'en plus de ça, actuellement, on voit il y a énormément de départs à la retraite d'agriculteurs. Là, d'ici les 5 ans, je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais je sais qu'on va en perdre beaucoup. Les grosses fermes sont pas forcément reprises parce que les gens n'ont pas forcément envie de se mettre dans un truc complètement aliénant où c'est monstrueux et puis déjà il faut avoir les sous pour pouvoir racheter tout ça. Moi je me dis toutes ces fermes là, ces immenses places, est-ce que ça pourrait pas être scindé en plein de petites? Pour moi ça, et puis nourrir à l'échelle locale. Après, est-ce que c'est utopique? J'en sais rien. Il y a des gens qui ont plus la réponse que moi, mais je pense que moi, ça me paraîtrait évident de faire comme ça. Ça l'a été. Après, effectivement, la population est plus importante. Mais on a la chance, nous, d'avoir un territoire en France assez diversifié où on peut quasiment tout produire. Je pense que en termes de culture et d'élevage, on peut être assez autonome. Est-ce que tu n'es pas en train de nous donner la définition de la souveraineté alimentaire? Oh mon Dieu, j'ai l'impression que si. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'avais pas mis, mais si, c'est ça. C'est un peu ça. Il y a du chemin à faire. Mais on voit qu'avec la loi qui vient de sortir, la loi du plomb, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas... c'est pas ce vers quoi on tend. Même si, pourtant, on voit bien que les gens comprennent. Mais il faut croire que la vie des gens importe peu. Voilà. Pour une démocratie, c'est bête. Alors j'ai encore une question pour vous, Guillaume et Camille. Le podcast Un début à tout va être écouté par des millions de personnes. C'est évident. Ce million de personnes-là, ou ces millions de personnes-là, ils vont appliquer à la lettre la recommandation ou les idées que vous allez leur donner là tout de suite. Donc si vous aviez une idée à donner en étant sûr qu'elle va être appliquée concernant votre activité, ça serait quoi votre idée? Sans grande surprise, je pense que je vais dire manger bio, manger local et prenez soin de vos bactéries. J'en ai parlé tout à l'heure des bactéries, mais elles sont importantes. Prenez soin de vos bactéries. On s'y attendait pas, celle-là. Prenez soin de vos bactéries. Guillaume est bouche bée. Ah, je n'ai rien à ajouter. Il ne peut pas aller plus loin. Avant de partir, parce que moi je vous ai posé plein de questions, mais j'aimerais bien vous laisser la place pour que vous puissiez poser une question. Ce serait laquelle et à qui? Guillaume, je te sens parti. Allez, là. alors la question s'adresserait aux consommateurs. Est-ce que le prix du bio influe sur votre consommation? Ça fait presque sujet philo pour le bac, ça. Presque. Hein. Ouais. Est-ce qu'on peut résumer en disant est-ce que vous trouvez que le bio c'est trop cher? C'est un peu ça la question.
Bon, alors quel est le poids du prix du bio dans les habitudes d'achat des consommateurs, de vous, de moi, de tout le monde? C'est ça. Excellente question. On la posera. Je vous tiendrai au courant des réponses. Ça marche. Allez, merci. Avec plaisir. Et merci Johan. Merci. L'agriculture, c'est l'alimentation. C'est donc la santé. Alors il n'y a peut-être pas autant de visions de l'agriculture qu'il y a d'agriculteurs, mais il y a tout de même des approches radicalement différentes. Personnellement, je n'ai pas envie de douter des bonnes intentions de chacun. Le métier est trop difficile, trop respectable pour qu'on juge les agricultrices et les agriculteurs comme ça à la va-vite. Camille a raison, c'est souvent la banque qui commande. Et si on ne veut pas dire la banque, alors parlons au moins d'intérêt financier. Et puis quitte à en parler, revenons au sujet principal, celui du revenu des agriculteurs. Pouvoir vivre décemment de son travail quand ton travail, c'est de nourrir ton territoire, et je dis bien ton territoire, pas le monde, le territoire. Quand c'est ça ton travail, alors tu mérites un respect infini. Quant à nous, citoyens, consommateurs, on peut scander tous les slogans, on peut s'indigner de tout, mais on doit faire notre part. Et notre part, ça commence par rencontrer nos paysans, par acheter leurs produits, par comprendre leur travail, leur fierté, leurs contraintes. Est-ce que côté porte-monnaie, cela demandera un effort ? C'est loin d'être certain, essayez. Et puis votre plaisir à manger de bons produits, votre santé, ça coûte combien ? Il y a un début à tout. Et on pourrait commencer à développer ce que j'appelle une politique de terroir, une approche qui s'appuie d'abord sur les savoir-faire locaux, ceux qui a priori sont les mieux adaptés au territoire, et pas seulement en termes d'agriculture d'ailleurs. On ne ferme pas les portes, bien au contraire, on s'inspire de ce qui marche ailleurs, et on partage ce qui marche ici. D'abord à l'échelle locale, puis on élargit, un pas après l'autre, en réapprenant qui fait quoi. Et puis pourquoi on se priverait de donner l'exemple ? Les intérêts financiers de certains, tels qu'ils existent aujourd'hui, en prendraient peut-être un coup. Mais de nouveau verraient le jour en ayant changé un peu la donne, un pas après l'autre. Les agriculteurs font déjà beaucoup d'efforts. Il est certain qu'il y a encore énormément à faire, mais plutôt que de voir tout noir ou tout blanc, on pourrait consacrer un bon bout de réflexion pour définir comment on va accompagner les agriculteurs si on décrète qu'il faut changer les modes de faire. J'entends d'ici les spécialistes me demander de descendre de mon arc-en-ciel. Allez, je les embrasse. Avant de se quitter, j'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. Et je commence par la bonne. La bonne nouvelle, c'est que régulièrement, j'aurai des petites choses à vous offrir en lien avec les épisodes. Et c'est le cas pour celui-ci, soyez attentifs, regardez bien les publications sur les réseaux sociaux des comptes Un Début à Tout, sur Facebook, TikTok et Instagram. Et la mauvaise nouvelle, c'est que cet épisode est terminé. Toutes les bonnes choses ont une fin, même un début à tout.